Allez, bonjour à toutes et à tous, bonne année. Et c'est parti pour le premier Morning Mood de 2022. Pour faire court, les résolutions pour ma part de cette nouvelle année sont d'essayer de faire à peu près au moins aussi bien que 2021. J'ai pas l'intention de changer grand-chose. Donc on reprend comme avant. J'espère en tout cas que cette forme de contenu vous va bien. Donc je rappelle une petite émission hebdomadaire sur TradingView. Le décompte repartira à 0, donc, puisque chaque saison, je numérote les émissions en fonction du décompte de la semaine. Donc, comme il y a 52 semaines dans une année, la semaine dernière, enfin, les semaines dernières, c'était 52. Là, on va repartir à number one pour une nouvelle saison, toutes les semaines, comme d'hab, entre le vendredi et le lundi, selon si j'ai besoin de la clôture hebdomadaire ou pas. Enfin, voilà. Débrief daily comme ça de temps en temps quand il y a des infos ou quand il y a des sentiments un peu exacerbés pour éviter que vous fassiez les girouettes dans vos têtes. Ou quand il y a des mouvements assez significatifs, etc. Ou là, tout simplement, où je vous souhaite simplement la bonne année, puis on va en profiter pour faire quand même un petit tour d'horizon graphique, histoire que vous ayez du contenu substantiel. Donc, qu'est-ce que je regarde particulièrement en ce début d'année? Trois choses. Dollar Index, USD WTI, S&P 500, 4 du coup, and Bitcoin. On va les faire dans cet ordre-là. Donc, Dollar Index. Je me pose toujours la question de savoir si on va aller chercher la borne de volatilité mensuelle qui se situe vers 97,15, un truc comme ça. Donc on peut tout à fait avoir un petit rebond de chat mort du dollar avant de se prendre une quenelle atomique. Tout comme je vous avais dit, à partir du moment où on tentera de casser les trendlines de support, ça pourra tout simplement traduire le fait qu'on va s'écrouler et qu'on ne va pas chercher la borne de volatilité mensuelle, puisque elle réagit à la clôture et que donc la clôture de janvier fera foi. Et si en janvier le dollar index est à 91, qu'est-ce qu'elle va faire, la borne de volatilité? Elle va baisser. Donc, attention à ne pas dire qu'on va forcément monter pour chercher une borne de volatilité qui elle-même dépend du prix de clôture qu'on ne connaîtra qu'en janvier. D'où les problématiques pour ceux qui tradent la volatilité sans savoir comment ça fonctionne. Bon, je vous dis toujours, la volat, c'est hyper précis depuis ces dernières années, parce que le marché cherche des excès, mais ce n'est pas pour autant une science exacte. C'est même loin d'être le cas d'ailleurs. Le USD WTI m'intéresse particulièrement en rejet de la zone de résistance des 76 $, qui est l'ancienne résistance hebdo-mensuelle qu'on avait tradée en 2018. Je pense qu'elle rejettera sans la moindre peine. Maintenant, je pense qu'on constitue une structure de type épaule, tête-épaule. Donc, laissez le temps à l'épaule droite de se former. Je pense que cette structure, comme d'hab, sera là pour attirer les cons, et qu'elle ne sera donc validée et qu'elle n'atteindra pas son objectif qui serait de retourner vers 50 $, ce qui me semble quand même un peu tiré par les cheveux. Pour ma part, je ne vise que des retours vers les valeurs moyennes de ce range hebdo-mensuels, qui sont donc plus, on va dire, entre 55 et 60 $. Mais je reste évidemment baissier sur le WTI, et oui, je sais, c'est très largement contre le consensus analytique global qui ne voit que de la hausse de pétrole pour l'année prochaine, alors que moi je n'y vois qu'un gros range à débile où on achète entre 50 et 60 $, on revend dès qu'on atteint 75 et les 100 $. Je pense pas qu'ils arrivent l'année prochaine. Voilà. On verra bien, peut-être que je changerai d'avis, mais pour l'instant, c'est mon plan. Le S&P 500, complètement topiche, mais ça, donc pas de grande nouveauté, on en a parlé dans les briefs et dans le pré-brief de fin d'année, etc. Donc des structures de reverse en daily sur le S&P 500, mais on est toujours dans les structures d'écrasement complet de la volatilité en hebdomadaire. Donc attention, ça peut encore durer plusieurs semaines à faire les concons au niveau de la résistance avant de se manger une réjection vendeuse. Je vais même vous donner dès aujourd'hui, en avance, on en reparlera dans le brief annuel, de ce qu'il faut surveiller particulièrement. Ce qu'il faut surveiller, c'est des gaps baissiers sur Apple. Alors, je dis Apple, voilà, parce qu'il y en a d'autres à surveiller, mais s'il y en a une que vous devez surveiller, c'est Apple. C'est là que se produisent les gamma squeeze pour l'instant. Donc, je vous le rappelle, des traders de très court terme qui jouent sur des produits dérivés, deux produits dérivés. En gros, ils font de l'arbitrage de put-call. Bref, c'est vraiment un truc de dingo. Réservé évidemment à la smart money ou aux gens qui ont plusieurs millions pour pouvoir faire ça. Donc quand ils auront fini de faire ce genre de conneries ou quand ils auront trouvé suffisamment de take profit en face, et je vous recommande d'être très prudent parce que les cycles commencent à s'aligner en hebdomadaire et que ça pue la merde, dès que ces gars-là vont arrêter de trader, la valeur va s'écrouler. Et donc, elle va probablement le faire, comme le font en général les gamma squeeze. Je ne rentre pas dans le détail technique, je vous explique juste la conclusion à surveiller. Attention à ce qu'on appelle les gaps de réjection.
gap de renversement ou d'éjection. Enfin, il y a plusieurs types de terminologie pour ce genre de truc. Tout simplement, c'est en général un gap. Il est possible qu'il soit hebdomadaire, d'ailleurs ça ne me surprendrait pas, puisque c'est sur ces horizons de temps-là que se constituent ces trucs-là. Mais bon, pour moi, déjà un gap daily, ça suffira. Donc le jour où vous voyez Apple gaper plus de 3% à la baisse et tenir une clôture baissière après le gap, c'est fini. Autant vous dire, à ce moment-là, ça va sentir très mauvais pour le S&P 500. Le problème, c'est que ça ne veut pas dire que le S&P 500 va s'écraser. Je vous rappelle, brief des dernières semaines, on est toujours comprimé en termes de volatilité en hebdo, et il est possible que les prix qui baissent sur Apple, les baisses de prix, soient compensées par des rebonds techniques sur beaucoup de valeurs qui se font démonter, et notamment donc dans des secteurs de croissance qui, je le pense, on en reparle dans le brief annuel, peuvent porter de la croissance et des hausses de prix dans les prochaines années, particulièrement donc dans les secteurs nouvelles technologies, énergie, et ou secteur médical, biotech. Par exemple, prenez du T-Doc, comme par exemple, ça c'est la valeur chérie de Mama Cathie Wood et de son ARK Investment. T-Doc, par exemple, complètement survendu, massacré sur un support avec un range pseudo-mature. Bref, ça peut baisser évidemment encore de 30% sans problème, mais ça, quand ça va rebondir, ça fera x2. Les premières résistances se trouvent à 180 $. Donc, il faut bien comprendre que l'argent qui va sortir de certains secteurs type GAFAM, à mon avis, va sans problème pouvoir se réinvestir ailleurs. Ce qui pourrait donc, dans un premier temps, atténuer encore une fois la volatilité globale au niveau du S&P 500 et favoriser toujours des rotations sectorielles. La thune sort parfois violemment de certains secteurs, mais se retrouve très rapidement dans d'autres secteurs qui ont des potentiels de rebond assez forts. L'un dans l'autre, tout simplement, compensant tout espoir de baisse sur l'indice composite type S&P 500. Voilà. Donc prudence toujours sur la capacité qu'ont les rotations sectorielles de mettre en place un inintérêt le plus total autour des jetons type, des indices type S&P 500. Voilà. Il se passe beaucoup de choses dans les actions. Il y a énormément de volatilité au sein des secteurs actions, mais ça se voit toujours pas sur le S&P 500 parce que l'argent ne fait que partir d'un coin vers un autre. Et pour l'instant, je vois pas de raison qui catalyserait un changement radical à ce niveau-là. Voilà pour les actions. Ça aussi, on en reparlera largement de quelle psychologie il faut adopter par rapport à ça, comment il faudra gérer 2022 par rapport à ce contexte probablement stagflationniste et très volatile sur les actions, comment il faudra gérer le stock picking, les cycles pour bien se positionner, qui il faudra acheter, qui il faudra vendre, tout ça on en reparle plus en détail. J'essaie de vous caler ça mercredi ou vendredi dans la mesure du possible. Voilà. Cryptocurrency, alors j'aimerais en faire beaucoup parce qu'il y a beaucoup à dire, donc je vous referai un point global sur ce que moi je fais sur mon portefeuille. Évidemment ça ne regarde que moi et ce n'est qu'à titre d'exemple sur comment pondérer, faire, etc., comment extrapoler ces idées en termes de stratégie de trading. Bien évidemment libre à vous de constituer vos propres idées et vos propres pondérations de portefeuille. Mais je suis obligé d'utiliser encore une fois ce que je fais. Ça me fait chier que les gens prennent tout ce que je dis comme argent comptant, mais voilà, je suis bien obligé de parler des choses que je fais. J'aime pas faire partie des analystes, c'est-à-dire des gens qui parlent de ce qu'ils ne font pas. Moi, ou pas forcément, moi je parle que de ce que je fais. Donc je prendrai encore une fois mon portefeuille en exemple, et vous en ferez ce que vous voulez. Bref, ici parlons Bitcoin, puisque pour l'instant, moi, c'est le seul que je surveille. Bitcoin en structure, encore une fois, d'hésitation sur l'hebdo. Maintenant, creux sommet ascendant en hebdomadaire, égal, avant d'avoir un bear market, il va falloir vous réveiller les cocos. Donc, toujours pas de bear market à vue pour ma part sur le Bitcoin, mais plutôt des cassures de cycle hebdomadaire, qui devraient donc sans problème nous retirer sur des ATH cette année. Maintenant, la question étant quand l'année commence à peine, que tout le monde voudrait déjà que Bitcoin soit à 100 000 $. On en reparlera d'ailleurs dans le brief, je pense pas qu'on ira, mais on risque de l'effleurer, ça je pense que oui. D'un point de vue daily, la structure, comme d'hab, on s'était pas planté. Il y a de ça plusieurs semaines, je vous avais annoncé la forte probabilité de voir notre ami Wyckoff se mettre à l'œuvre encore une fois. Eh bien, le voici, notre cher Wyckoff, plus visible sur les UT 4 heures par rapport à la structure de l'accumulation. Donc, le support majeur qui se fait massacrer ici vers la zone des 50K. Le rebond algorithmique de reprise très brutale, la constitution de la résistance sur l'ancien support des 52 000, ça baisse, on revient chercher la résistance et on est aujourd'hui donc au même état que ce qu'on avait cet été, c'est-à-dire on est à peu près à ce niveau-là aujourd'hui. Est-ce qu'on va avoir une rebaisse type spring ou pas? Est-ce qu'on va avoir une structure complexe type il se passe rien, puis d'un coup on rebondit? Bref, je pense encore une fois que tout intérêt, et peut-être que ça baissera, dans ce cas-là je serais prêt à remettre du cash,
Et puis si ça baisse pas, ben, on attend gentiment que ça revienne chercher 52 000 où se mettra en place un petit sign of trend, plus ou moins long. Hein. Ici, on en avait eu un très très court, avant qu'évidemment la tendance reprenne son droit. Oui, navré les gars, je ne suis pas du tout baissier sur Bitcoin et c'est pas prêt de changer. Je pense qu'il en sera de même sur l'ensemble du secteur crypto, même si je vous la rappelle, toujours cette stratégie de attention à l'indécision sur la zone centrale du cas, mais c'est ça qui nous attend. Probablement la moitié de votre portefeuille finira par baisser à horizon 6 mois, alors que l'autre moitié performera. Évidemment, il y aura plus de gains à faire sur ceux qui vont performer qu'il n'y aura de pertes à prendre sur ceux qui baissent, puisque le marché crypto global devrait monter quand même. Mais attention évidemment à ne pas faire partie des gens qui vont s'accrocher aux trucs qui ne marchent pas en pensant qu'ils vont exploser derrière et qui vont récupérer les profits trop vite sur les trucs qui vont bien. Hein, je vous rappelle, ne pas laisser filer les pertes indéfiniment et ne pas couper ces putains de gains trop vite. Donc pensez et gardez ça en tête. Ça ne veut pas dire ne pas encaisser des profits partiels, mais ça veut dire ne pas couper vos trades qui marchent bien. Voilà. N'essayez pas encore une fois d'imposer votre vérité au marché. Regardez ce qu'il se passe. Et pour l'instant, navré de vous le dire, mais ce qu'il se passe, c'est que, je déteste dire ça, mais je m'étais encore une fois pas planté sur Atom. Voilà. Donc pour l'instant, le secteur Atom et tout ça a enfin le vent en poupe. Et pourtant, le marché n'est pas bien bandant, mais alors Atom, c'est l'euphorie de ouf en ce moment. Tout le monde en parle, etc. Bref, donc, pour une fois que les vents ne sont pas si contraires qu'ils ont pu l'être par le passé sur Atom, qui était quand même un des jetons les plus malchanceux et pour ma part sous-évalué du crypto top 50, ben on va voir jusqu'où Atom peut aller. On en reparlera ça aussi dans le brief annuel. Bien entendu, on est sous résistance à 38 $. C'est pas maintenant qu'il faut acheter de l'Atom. Pour tous les autres jetons, on en reparlera dans le brief annuel. Voilà. Donc, restez sages. Je vous prépare le brief annuel qui sera très long, très exhaustif, bien bourratif, comme j'ai l'habitude de le faire. Mais je l'espère qu'il sera de haute qualité éducative. Allez, bye bye. Bonne journée à tous. Soyez sages.